Merci déjà d'être présente aujourd'hui sur le webinaire que nous, on va consacrer de ce fait au métier de l'influence. Quoi? Pour donner juste un petit peu d'introduction sur qui nous on est. Donc, nous, on est Obinote, on est une agence social média. Social media, ça paraît assez court entre guillemets, comme expertise, mais ça l'est plutôt pas au regard du marché d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de la stratégie, de l'édito, de l'activation, du paid et puis de l'influence représentée par Mathieu aujourd'hui, qui aura l'occasion de se présenter. Là, l'idée, c'est qu'on puisse vous expliquer en temps 1, avant de rentrer vraiment dans la démonstration de l'outil, la démarche qui est la nôtre et qui nous a amené à penser différemment notre façon de faire de l'influence aujourd'hui. Pas au sens du sourcing des profils ou des stratégies qu'on peut poser, parce que ça, j'ai envie de vous dire, on n'a pas forcément une méthode propriétaire et on a de nombreuses agences sur le marché, dont tout un tas de néo-acteurs qui arrivent et qui revendiquent aussi le fait d'être en capacité de faire des opérations d'influence, mais plutôt d'expliquer comment on a créé un outil qui va aider nos clients à bâtir la stratégie influente la plus efficiente possible au regard des critères qui sont les leurs. À commencer par la définition de leur budget, mais en passant par un tas d'autres critères différents que nous permettent d'atteindre l'outil qu'on va vous présenter en temps 2. Du coup, Mathieu, je te laisse te présenter et expliquer aussi un petit peu l'historique de l'influence. Oui, merci Raphaël. Du coup, Johanna, moi j'avais juste une première question, j'en profite pendant que vous êtes encore seul. Vous, en termes de marketing de l'influence, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui vous intéresse potentiellement? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce secteur finalement? Il y avait du bruit derrière elle, donc je pense que peut-être que... Ok, ça marche. Du coup, pour continuer... excusez-moi, c'est parce qu'en fait j'étais en train de parler, mais le micro il s'est coupé à un Non, mais moment c'est moi, donné. j'avais coupé le micro en fait parce qu'il y avait un peu de bruit quand Raphaël avait commencé, donc non, c'est ma faute. Je sais pas si vous avez entendu Oui, la les question. questions, oui. Donc, ça va faire 20 ans que je travaille sur les mix médias pour les stratégies d'acquisition digitale, même de rétention. L'influence, oui, je m'y suis intéressée. Après, ces dernières années, j'ai travaillé pour des annonceurs qui avaient envie de s'y mettre, mais qui avaient du mal à s'approprier le terrain. Et de ce fait, en fait, c'était soit 2-3 petits partenariats signés à la va-vite, et puis voilà, on faisait vivoter et ça se transformait presque en affiliation. Et là, je m'y intéresse de plus près. Pourquoi? Parce qu'on a une vraie volonté dans le cadre d'EcoCup, on a fait une refonte de branding, nouvelle image, et donc du coup, on veut passer davantage sur social media et développer davantage les partenariats avec les influenceurs, mais vraiment en les animant. Donc c'est pour ça que voilà, ce webinaire m'intéressait particulièrement. D'accord, c'est très intéressant, merci. Bonjour Alban, merci de nous rejoindre. Du coup, je vais commencer avec un petit historique entre guillemets du milieu de l'influence. Moi, j'ai commencé il y a une petite quinzaine d'années, en 2013 pour être précis, et où j'ai finalement découvert un métier un petit peu par hasard. Je voulais terminer mes études dans une agence de communication spécialisée dans les jeux vidéo, et je suis arrivé dans une agence qui a lancé l'une des premières grosses chaînes, grosses coproductions sur les réseaux sociaux. C'était la chaîne Cyprien Gaming, donc qui était portée par Cyprien, à l'époque le youtubeur numéro 1, et Squeezie, donc Lucas, un jeune youtubeur de 17 ans, 300 000 abonnés, qu'on connaît maintenant, l'ascension qu'il a eue évidemment, et ce qui, moi, m'a semblé intéressant de par cette expérience, par rapport maintenant, comme l'a dit Raphaël, l'émergence de plein de nouveaux acteurs, des structures de grosses agences, comme par exemple Publicis récemment, on voit beaucoup de boîtes qui se créent, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être à un moment où tout s'est un petit peu créé, tout a été plus ou moins commencé à être mis en place, parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'était un petit peu le Far West au niveau des collaborations avec les influenceurs. À l'époque, on parlait uniquement d'influenceurs, on parlait pas encore de créateurs de contenu,
de micro, de macro, de mid. Il y avait vraiment finalement très peu de talents, mais des talents qui étaient activés par beaucoup d'annonceurs, parce que comme il y avait peu de monde, tout le monde les arrachait un petit peu, et il n'y avait pas vraiment de structuration de la demande, de structuration des offres. Moi, je me souviens par exemple des opérations qui ont été validées, ou en tout cas des demandes entrantes qui sont arrivées parce que des directrices, des directeurs marketing avaient entendu leurs enfants parler de tel ou tel influenceur et nous contactaient parce qu'ils savaient qu'on travaillait avec eux, qu'ils étaient signés chez nous. Et je dis pas que les devis étaient signés aussi instantanément, aussi facilement, mais c'était un petit peu le cas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'évolution qu'ont connue les réseaux sociaux, c'est qu'on est passé d'un petit nombre d'influenceurs à vraiment une offre beaucoup plus consistante. Et de l'influenceur, on est un petit peu passé à l'ère du créateur de contenu, de la création de contenu, c'est-à-dire des personnes qui ont finalement décidé de se lancer sur leur réseau comme c'était finalement une continuité un petit peu de leur vie, parce qu'ils allaient parler de sujets qui les intéressaient. Et aujourd'hui, je pense on peut affirmer que n'importe quel genre, n'importe quel sous-genre qui vous intéresse, vous pouvez trouver des créateurs de contenu qui vont être pertinents pour vous, que ce soit des choses assez classiques comme la cuisine, que ce soit de l'aventure, ou des sous-genres comme le trompe-l'œil, ou des choses un petit peu comme ça. Il y a vraiment une multiplicité des créateurs de contenu. Ce qu'il faut maintenant prendre en compte, c'est qu'à l'époque où on ne jurait que par l'organique, et quand je dis jurais que par l'organique, c'était vraiment le cas, c'est-à-dire que tout ce qui était médiatisation des contenus, cession des droits, réutilisation des images des influenceurs, c'était vraiment à proscrire. Les talents eux-mêmes ne souhaitaient pas le faire. Les plateformes à l'époque, YouTube en particulier, parce que initialement, je pense qu'on a vraiment commencé par YouTube pour ensuite aller davantage peut-être vers Meta, ensuite Twitch, TikTok, etc. C'est-à-dire que les plateformes, en fait, ne faisaient finalement pas le lien entre influence et médiatisation des contenus, ce qui fait que la médiatisation des contenus, la cession de droits, pouvait être tout à fait préjudiciable par un créateur qui allait faire des contenus organiques, et du jour au lendemain, parce que le contrat stipulait qu'il fallait de la médiatisation, allait voir ses statistiques chuter, de la même manière qu'à l'époque, c'est plus le cas, mais YouTube, quand vous proposiez du contenu froid, c'est-à-dire des vidéos qui étaient diffusées sur votre chaîne, et que vous décidez de faire un live un petit peu sorti nulle part, en fait, ça allait complètement dérégler votre, votre algorithme, et c'était préjudiciable pour vous. Maintenant, c'est vraiment l'influence doit vraiment être pensée comme un tout, c'est-à-dire que nous, chez Hobbynote, en tout cas, c'est la vision qu'on a. C'est une vision qui est partagée maintenant par de plus en plus d'acteurs, même ceux qui étaient encore un petit peu réticents y vont. En tout cas, nous, en tant qu'agence conseil, c'est que l'influence doit faire partie d'un mix avec évidemment la création de contenu où les publications vont être coproduites avec un annonceur, mais vraiment rester dans la ligne éditoriale, dans ce qu'a l'habitude de faire de le talent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imposer des choses au talent, mais c'est vraiment de la coproduction, de la coécriture. Ça doit forcément venir avec une médiatisation des contenus, parce que maintenant, on le voit, tous les algorithmes, mais en particulier Instagram, si votre contenu n'est pas push par une campagne de sponsorisation, finalement, vous allez toucher tout ou partie de votre audience, mais vous allez difficilement aller plus loin. Et après aussi, vous pouvez avoir des changements d'algorithme qui arrivent de plus en plus souvent, où finalement la chute des KPIs, des statistiques, va être de plus en plus visible, ce qui va vous amener dans tous les cas à investir de l'argent justement pour sponsoriser vos contenus. Et de ce fait, le sujet de l'argent était une problématique, en tout cas un des sujets qu'on rencontrait souvent avec nos annonceurs, de se dire au moment de la définition des budgets pour l'année suivante et des plans marketing, la question revenait déjà premièrement de pouvoir mesurer le retour sur investissement de chaque action influence qui était menée, qu'il est de plus en plus par exemple des liens traqués dans des publications, mais il y a d'autres méthodes aussi de mesurer le retour sur investissement, et de savoir à quel poids économique on devait accorder à ce levier versus d'autres leviers historiques qui avaient fait leurs preuves et pour lesquels nos annonceurs étaient forcément un petit peu réticents de déshabiller ces budgets au profit de l'influence. Donc nous, on a commencé à s'interroger sur la capacité d'avoir un outil marché qui puisse bencher correctement ce que faisaient les concurrents, parce que ce qui nous est vite apparu important, c'est de pouvoir mesurer
le poids que ça pouvait apporter dans les conversations, la désirabilité que ça pouvait créer autour d'une marque et, in fine, ce fameux retour sur investissement. Le fait est que ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'a pas d'outil marché à proprement parler qui existe aujourd'hui, tel que peut exister un Kantar sur le bench des investissements télé, par exemple. Ça n'existe pas et du coup, c'est un outil que nous, on a développé à la fin de l'année dernière pour aider, dans un premier temps, au mieux, nos annonceurs à définir les budgets à mettre sur la table compte tenu des objectifs qui sont les leurs, et surtout de pouvoir aller observer un certain nombre de concurrents et un certain nombre de KPI majeurs qui aident aussi à orienter et réorienter la stratégie social média, même au-delà d'un point de vue influence. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser Mathieu vous commenter un exemple. Ce qu'on va vous montrer, c'est un exemple de livrable qu'on a fait dans le secteur de l'aménagement de la maison avec différents acteurs que vous connaissez probablement. Les données qui y figurent ne sont pas des données confidentielles dans le sens où elles ne nous ont pas été fournies par les annonceurs. Donc, on peut se permettre de vous les partager. Le livrable, de ce fait, du social listening tel qu'on l'appelle chez Obinote, ressemble à ça. Alors, il est totalement modulable. On peut y ajouter des KPI que vous pouvez porter à notre connaissance, en enlever certains qui vous intéressent moins. Mais dans sa vision assez globale et assez entière, elle ressemble à ça. Mathieu, je te laisse la commenter. Voilà, donc vous avez un exemple type d'un social listening simple, on va dire. On montrera plus tard quelque chose d'un petit peu plus complexe. Justement, vous avez dans tous les cas une première vision d'ensemble avec le client dont il est question ici, Atmosphera, qui est un client de l'agence. Vous avez le nombre de marques analysées ici. Il faut voir marques comme concurrents, mais aussi éventuellement univers un petit peu plus étendu et toutes les marques, tous les sites connexes qui peuvent être pertinents pour nous aider à faire ce bilan. Un EMV total du marché. Et ensuite, vous allez avoir cellule par cellule tous les éléments qui vont nous permettre, nous, de pouvoir procéder à ce social listening et ensuite d'en tirer des enseignements pour chacune des marques observées et ensuite des enseignements un petit peu plus, d'un point de vue un petit peu plus global pour pouvoir déclencher des actions auprès de notre marque, que ce soit des actions de correction, des actions sur des contenus sur lesquels il faut aller davantage, des choses qu'on n'a pas encore explorées et qui peuvent être pertinents parce que des concurrents le font. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va retrouver ici de manière beaucoup plus structurée. Donc on commence toujours, nous, par un glossaire. C'est vrai que, étant donné que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est dessus, on a des termes techniques, j'allais dire, qui ne sont pas forcément connus de tous, qu'on entend de plus en plus souvent, mais on ne sait pas forcément de quoi il en retourne. Donc on commence bien sûr par le fameux EMV, donc Earn Media Value en anglais, c'est-à-dire la valeur média estimée générée par les contenus. C'est quelque chose qui va être énormément demandé par des acteurs, j'allais dire, peut-être un petit peu plus traditionnels, type distribution, industrie, qui vont nous demander de quantifier à investissement égal qu'est-ce que ça va rapporter en médias. Vous allez avoir les KOL pour Key Opinion Leader en anglais. Donc ici, on va parler ni plus ni moins que de l'influenceur, du créateur ou de la créatrice de contenu, ou plus globalement du talent, comme moi j'ai l'habitude de les appeler. L'engagement, évidemment, l'ensemble des interactions générées, les likes, les commentaires et les signaux sociaux agrégés, c'est-à-dire tout ce qui va être engagement qu'on ne va pas forcément voir, le partage d'un contenu à une autre personne, l'enregistrement d'un contenu pour pouvoir le consulter un petit peu plus tard. Le reach, c'est-à-dire le reach ou la portée en français, c'est-à-dire le nombre de personnes uniques exposées au contenu. La part de voix classique évidemment, et ce dont on parle très très souvent, c'est les KPIs pour Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés pour comparer, analyser les performances. Donc ici, ensuite, fort de tout ça, nous, on va pouvoir vous créer un environnement concurrentiel par KPIs. Ici, on a choisi de parler de l'EMV, mais on pourrait tout à fait le faire par engagement, par taux d'engagement, par typologie d'influenceurs activés. C'est vraiment, tout est modulable en fonction de vous, ce qui vous paraît le plus pertinent pour votre marque, ou en tout cas le plus pertinent pour répondre à votre problématique. Et on l'intègre à cette vue d'ensemble. Donc ici, il y a la possibilité d'avoir des graphiques, des histogrammes, des graphiques plutôt de forme de courbe, des pie charts. Vraiment, c'est très très modulable pour ce qui va être le plus pertinent pour vous.
avec à chaque fois l'ensemble des annonceurs, l'ensemble des marques, l'ensemble des concurrents observés que l'on retrouve et qui sont identifiés très clairement. Donc, on a aussi donc toute une partie effectivement, comme le disait Mathieu, l'évolution mensuelle, elle est très intéressante. Elle peut être observée aux fonctions de différents critères, le MV, le nombre de contenus produits, le nombre de créateurs de contenu qui ont réagi, en tout cas qui ont mentionné la marque. Et pourquoi c'est un graphique qui est intéressant? C'est parce que ça nous permet d'évaluer la temporalité de la prise de parole en influence de nos concurrents. C'est-à-dire que si on sait qu'on a un concurrent auquel on se confronte, alors nous n'avons pas comme client Maison du Monde, donc je ne connais pas leur budget média, mais c'est leur budget influence, mais c'est ceux qui sont les plus forts en termes d'influence. Soit on a les moyens d'aller les concurrencer d'un point de vue investissement talent, et auquel cas on se dit, peu importe la temporalité à laquelle ils communiquent, même s'ils sont très forts sur Noël, les ventes privées, les lancements de collections, que sais-je, je vais y aller. Ou, à contrario, on sait qu'on n'a pas la même force de frappe en termes de budget, et c'est intéressant de voir où sont les périodes un peu creuses en termes de prise de parole influenceurs pour se dire, OK, là, j'ai un moment à jouer parce que je sais qu'ils seront un petit peu moins forts en termes de mention. Ce qu'il faut se dire aussi sur cette vue d'ensemble, et c'est très important de l'avoir en tête, c'est que l'ensemble des mentions, donc des talents qui sont référencés dans les chiffres qu'on va vous donner, sont les talents qui ont à la fois été payés par la marque et qui ont à la fois fait des mentions naturelles. Demain, un chanteur, un acteur, une star, un talent peut mentionner une marque sans être en collaboration avec cette marque, auquel cas vous le verrez assez rapidement puisqu'il n'y aura pas d'item collaboration rémunérée ou gifting ou que sais-je. Et pourquoi c'est important de remonter ces mentions-là aussi? Parce qu'on s'est aperçu en faisant cet exercice et en livrant cet outil pour d'autres acteurs que des concurrents ne mettaient pas un centime sur la table en influence et pour autant, ils avaient des contenus. Autrement dit, c'est une marque qui était désirable. Et c'est cette fameuse désirabilité que notre outil, elle permet de mesurer également. Donc, c'est très important de se dire que les mentions sont à la fois rémunérées et à la fois naturelles sur le sujet. Et comme le disait Mathieu, effectivement, on a un certain nombre de KPI qu'on peut moduler en fonction de ce qui vous intéresse de voir. Le nombre de contenus peut être aussi intéressant parce qu'il y a des mécaniques influence, et ça, on l'observe également en benchant, qui ne reposent que sur le nombre de contenus générés, pas sur leur typologie, du reel, du statique, de la story. Il y a des opérations, par exemple, qui ne se font qu'en story. Et ça, c'est important, grâce à ce genre de graphique, de le remonter parce qu'on peut aller voir après de manière plus granulaire ce qui a été mené comme opération et de se poser la question de se dire, tiens, j'aurais jamais pensé à lancer, je dis n'importe quoi, une opération vente privée ou programme de fidélité uniquement sous un format éphémère tel que la story. Et pour autant, j'observe que mon concurrent l'a fait et je peux voir également les performances de ces publications. Voilà, donc ensuite on décide de renseigner un nombre de créateurs. Alors on a pris le top 10, ça peut être le top 5, ça peut être le top 30, en fonction du nombre de publications qui ont été faites. L'idée, c'est ici d'avoir un petit peu une sorte de trombinoscope des talents qui ont mentionné votre marque. Ici, vous avez le nombre de marques mentionnées au global sur la vue d'ensemble, et après, ensuite, annonceur par annonceur, vous pouvez le voir, avec les engagements qui ont été générés. Ce qu'on développe, nous, de plus en plus, et ce qu'on propose de plus en plus, c'est de pouvoir faire la différence entre les contenus sponsorisés par rapport aux mentions de marques spontanées, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de contenus qui sont multimarques. On a aussi de plus en plus de contenus spécifiques qui répondent à une tendance. Par exemple, quelque chose qui n'est pas nouveau, mais ce sont les IKEA Hacks, où vous allez avoir des créateurs, des créatrices de contenu qui font partie de cet univers de la décoration, de la rénovation, qui vont suivre une tendance. Donc là, ici, IKEA va être mentionné dans notre social listing, et nous, derrière, on a la possibilité de voir si cette mention est organique ou si elle était sponsorisée. Donc, on peut aller encore plus loin dans ce niveau d'études, ce qui n'est pas forcément le cas de base, et ce qui vous permet, vous, d'économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à aller chercher à la mano, finalement, ce qui a été sponsorisé, ce qui n'a pas été sponsorisé, nous, c'est ce qu'on peut faire. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on parle d'influenceurs qui font des mentions multimarques. C'est aussi pour nous quelque chose d'important dans ce qui va être un accompagnement plutôt pédagogique, c'est-à-dire que de sortir finalement de ce qui était à un moment les contenus qui devaient être exclusifs. C'est-à-dire que les marques voulaient des créateurs qui travaillaient exclusivement avec eux, qui ne multipliaient pas forcément les partenariats, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Et ici, dans le top 10, on l'observe avec des mentions de marques qui sont au nombre de 2, de 3, voire plus. Et c'est ça aussi qui est important justement
pour une marque, pour un annonceur qui n'est pas forcément au fait de cette nouvelle pratique au niveau de l'influence, de pouvoir leur dire, si maintenant les créateurs de contenu, les créatrices, ils font des partenariats avec plusieurs marques, ça ne veut pas dire que ce sont des panneaux publicitaires comme on peut encore l'entendre, et c'est aussi notre travail de faire de la pédagogie à ce niveau-là, mais c'est vraiment les voir comme des relais vraiment de communication, c'est comme des acteurs tout aussi pertinents qu'à l'époque c'était des égéries, et on le voit maintenant aussi de plus en plus avec tous les influenceurs qui sortent leur marque, leurs produits, je pense notamment à Squeezie, le Xiao Kombucha, le Xiao Energy, qui deviennent maintenant limite, enfin c'est pas limite, ce sont des concurrents à d'autres acteurs historiques de la grande distribution, par exemple, du soda, etc. Donc c'est vraiment ce social listening, même s'il parle de quelque chose de très très factuel, c'est-à-dire on va vous dire ce que font vos concurrents à un instant T ou sur une période plus étendue, de vous dire, voilà, en fait, le social listening, il nous dit ça factuellement, mais qu'est-ce que ça nous dit derrière? Qu'est-ce qu'on doit voir entre les lignes? C'est qu'il faut aller davantage là-dessus, c'est qu'il faut aller sur d'autres univers là, on n'attend pas, c'est qu'il faut sortir du cadre du sponsoring classique, de l'intégration sur YouTube pour aller davantage sur des OPS, d'aller davantage sur des opérations un petit peu comme ce qui a été proposé par Sojason, des choses un petit peu plus techniques, un peu plus tactiques, pour émerger de toutes les façons possibles au niveau de l'économie de la création de contenu. Et pour prolonger le point de Mathieu sur la notion d'exclusivité, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais jusqu'à encore récemment, on avait beaucoup d'annonceurs. Je pense par exemple à un secteur comme celui de l'automobile qui était assez concurrentiel et pour lequel les influenceurs assez puissants en termes de KPI sont quand même peu nombreux versus le secteur de la décoration, qui nous disaient « Ah oui, mais en fait, moi, je veux une exclusivité sectorielle sans être prêt à la payer. » Parce qu'en fait, cette exclusivité, dans un délai donné, évidemment, ce n'est pas à vie, mais en disant je lui paye une collaboration cette année et je veux qu'il s'engage contractuellement à ne pas collaborer avec une autre marque automobile, c'est payant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore un peu difficile à entendre et qu'on n'a pas envie de se dire oui, mais j'ai pas envie de travailler avec un talent qui va aussi parler de mon concurrent le mois prochain. L'idée, c'est de montrer que, c'est démocratisé, que c'est une pratique qui est acceptée et totalement bien acceptée par les communautés, parce que ce qui nous intéresse in fine quand on travaille avec un talent, au-delà de la ligne éditoriale du talent qu'il ne faut surtout pas nier, et ça c'est un autre sujet sur les stratégies qu'on met en place, c'est l'audience qu'on va pouvoir venir adresser. Et ce qui nous permet d'identifier le top 10, mais encore une fois ça peut être un top 20, un top 30 influenceurs, là on parle du top 10, c'est de se dire tiens, si ce créateur en question, cette créatrice est activée par autant de marques, c'est probablement que j'ai tout intérêt à aller regarder son profil dans le détail, l'audience qu'elle peut adresser en termes d'âge, en termes d'intérêt, en termes de genre, puisque son audience risque d'être pertinente pour ma marque. Et de passer au-dessus un petit peu de ce problème d'exclusivité sectorielle pour se dire oui, mais in fine, ce qui m'intéresse, c'est que sur la durée de mon opération, elle va venir adresser une audience qui m'intéresse et à qui je ne parle pas encore. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de ce classement qu'on a mis en place. L'idée n'étant pas de les exclure et de se dire, vous voyez, eux, ils travaillent avec au moins 5 marques, donc on ne bossera pas avec eux, mais au contraire de se dire pourquoi ils sont autant sollicités, quelles ont été les performances qui ont été réalisées par les autres acteurs avec lesquels ils ont travaillé, et est-ce que ce profil, in fine, est pertinent pour ma marque. Et après, on retrouve le top 5 classique. On rentre peut-être dans le détail d'un exemple, Mathieu? Oui. Donc ici, on a une analyse annonceur par annonceur, marque par marque, avec à chaque fois la communauté. Ici, on a été principalement sur Instagram, mais on peut tout à fait ouvrir à d'autres réseaux, comme par exemple TikTok, en tout cas les réseaux où la marque est présente. Vous avez un EMV, enfin vous avez les KPIs qui sont propres à chaque marque, donc à chaque fois le MV, l'engagement, le nombre de KOL, donc de talents activés sur la période observée. Ici, je crois que c'était le début d'année. Voilà, c'est janvier à mai 2026, ouais. Donc là, ici, il y a énormément de créateurs activés. Ça ne veut pas dire que tous ont été rémunérés. Ici, le distinguo n'avait pas été fait, mais c'est le nombre de créateurs qui ont à un moment mentionné la marque, que ce soit de manière spontanée et ou rémunérés, et le nombre de contenus qui ont été générés. Ici, on a plus de 1000 contenus avec énormément de stories. Ce qui va ressortir très souvent, c'est que la story va rester un des livrables le plus pertinent, le plus facile à travailler avec ces mêmes créateurs de contenu, ce qui aussi des fois peut nous faire dire le réel n'est pas forcément aussi hégémonique qu'on peut le croire au niveau des talents, et c'est qu'il y a la possibilité de faire des campagnes qui vont réussir en n'utilisant que des stories.
en utilisant un bassin de créateurs de contenu plus important pour jouer sur la récurrence, pour jouer sur l'overlap qu'il existe entre certains talents qui vont partager des abonnés en commun pour que justement ces stories soient affichées, réaffichées et que les personnes soient exposées à une même campagne auprès de différents créateurs de contenu et du coup décident ensuite d'engager plus en détail avec cette marque, avec cette campagne. Ici, ce qui va être très important, c'est les enseignements qualitatifs que nous, on a observés de cette marque par rapport à toute cette analyse quantitative des KPIs. Donc, en général, on a quatre grandes analyses. On peut aller un petit peu plus loin. On peut, en termes de granularité, comme le disait Raphaël, on peut vraiment aller sur des choses très, très précises. Donc ici, on va parler de taux d'engagement. On va parler de, voilà, la marque est numéro 1 en termes de MV. Les premiers KOL concentrent tant de pourcents de l'EMV. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez explicatif. Et nous, on peut aller encore plus loin, comme je le disais. On peut vraiment aller là où vous souhaitez qu'on vous fasse des retours. Et ensuite, vous avez encore une fois le top 10 des créateurs, des talents qui ont mentionné la marque. Encore une fois, on peut aller le top 20, le top 30. Ce qui va être intéressant sur ces tops, c'est qu'on va les retrouver d'une marque à l'autre. Ce qui va nous continuer à nous convaincre sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à aller activer des créateurs qui ont travaillé avec des marques concurrentes. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller travailler avec un créateur qui lundi aura parlé de Maison du Monde, le mardi de Ikea, etc., etc. Je caricature un petit peu, mais voilà, il ne faut pas hésiter à réactiver des talents parce qu'ils seront de toute façon pertinents puisqu'ils sont sur une niche et donc ce sera de toute façon bénéfique pour la marque au global. Et puis après, on retrouve assez classiquement ce qu'on vous a montré sur la vue d'ensemble, donc l'évolution mensuelle au regard de l'AMV et du nombre de volumes de contenu par mois sur les 5 mois qu'on a observés. Le format de contenu, alors comme le disait Mathieu, la story, parce que c'est un format éphémère et c'est un des formats les plus rapides à produire en social media, donc c'est un des formats les plus privilégiés aussi dans les campagnes générées par les talents. La répartition de l'EMV en fonction de la typologie de contenu, et ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit à la fois qu'on a sur cet exemple précis un plus grand nombre de formats produits en story et que pour autant c'est vraiment le format Reel qui va venir truster la majorité du poids de l'EMV pour cet annonceur en particulier. Et alors là, ça paraît assez évident, mais on a parfois des contre-exemples totaux, c'est ce que je vous disais, des opérations qui sont uniquement générées en story et qui pour autant, en termes de EMV, génèrent un chiffre vraiment extrêmement considérable. Donc il ne faut pas... Ça permet aussi de casser certains a priori et de se dire, en fait, le monde de l'influence, c'est comme ça. Je vais lui demander de fournir tel contenu et c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Et je vais piloter, je dis n'importe quoi, à la vue de vidéo. En fait, c'est une erreur parce qu'il y a un certain nombre de KPI et tout dépend des objectifs que vous avez décidé de mettre en place et la raison pour laquelle vous avez fait appel au talent. Et puis, on a également la taille des talents avec lesquels la marque, enfin, par laquelle la marque a été mentionnée. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir se comparer et se dire, tiens, elle a plutôt sollicité ou elle est plutôt désirable de la part du nano, du micro, du macro, du méga, ce qui nous permet aussi de nous forger des convictions sur des profils les plus pertinents en termes d'objectifs chiffrés à un instant T, parce que c'est un milieu qui évolue extrêmement fortement. Mathieu nous retraçait un petit peu l'historique de l'influence, mais l'influence telle qu'on la connaît cette année, là, en juin 2026, n'est absolument pas la même influence que celle qu'on connaissait à la même période l'année dernière. En termes de typologie d'opération, de créativité, d'objectifs qu'on peut atteindre, de formats différenciants. On a longtemps parlé du hook rate des 3 premières secondes. C'est beaucoup moins vrai dans les contenus qui sont créés par les talents. C'est des sujets sur lesquels on accorde moins d'importance. Les formats longs qui reviennent, là où c'était absolument pas le cas à la même période l'année dernière. Donc, c'est des secteurs d'activité qui sont très mouvants et sur lesquels il est, à mon sens, assez compliqué d'arrêter une vision des choses en décembre pour l'année suivante sans la revoir en cours d'année. Et typiquement, ce genre d'outil nous permet aussi de rechallenger la stratégie qu'on a pu poser et de pouvoir potentiellement la réorienter. Et ce qui est intéressant aussi, même avec une lecture assez factuelle, assez simple, j'allais dire, des mentions des KOL, c'est de se dire que la volonté qui est, je pense, partagée par beaucoup d'annonceurs de vouloir travailler avec des très gros profils d'influence, de la macro-influence, n'est pas forcément celle qui est la plus logique parce que le social listening va nous permettre de nous dire, regardez, votre marque, elle a été majoritairement mentionnée
par des créateurs, par des créatrices qui sont en fait plutôt des nano-influenceurs, qui sont plutôt des micro-influenceurs, donc plutôt dans la création de contenu plutôt que dans l'influence. Et pour certains de nos clients qu'on accompagne, ça nous a permis, nous, de nous changer nos fusils d'épaule et de finalement observer des résultats quantitatifs factuels en termes de panier moyen, en termes d'achat, de montant, etc., etc. Alors qu'en fait, l'annonceur pensait qu'il fallait forcément activer des gros influenceurs pour avoir de la transformation derrière, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc même ça, j'allais dire en lecture vraiment très très en surface, on est déjà en capacité de le faire et de donner des enseignements de ce point de vue-là avec le social listening. Tout à fait. Une fois qu'on a mené ce premier exercice pour nos annonceurs, on va aller pouvoir observer dans la granularité certaines périodes pour lesquelles le MV a bondi ou le nombre de contenus, ou à la demande de l'annonceur, une période en particulier qui n'aura pas forcément émergé dans le social listening, pour pouvoir prendre connaissance plus en profondeur d'une opération en particulier. Parce que là, on a une overview assez globale, mais on a des demandes très précises de savoir un lancement produit en agroalimentaire, un lancement de modèle de véhicule, un nouveau site e-commerce, un programme de fidélité. J'ai envie de savoir comment d'autres ont pu le traiter d'un point de vue talent et influence. Et ça, donc ça, c'est une deuxième frame que je vous partage, que je vais te laisser commenter, Mathieu. Mais un exemple sur un temps fort en particulier qu'on a observé, qui est celui de la rentrée des classes, forcément sur celui de l'année passée, et qui nous permet là vraiment de rentrer dans la granularité d'une opération. Il y a des choses qui n'apparaissent pas à l'écran parce que ce n'aurait pas été supporté en termes de poids, mais je vous parle aussi de rentrer carrément dans le cœur des contenus qui ont été créés et que vous ne pouvez plus voir, puisque par exemple la story étant en format éphémère, sauf s'il a été mis en story à la une, vous ne pouvez plus le voir. Notre outil va nous permettre de visualiser les contenus dont on parle, donc de pouvoir aussi avoir cette analyse créative fine. Voilà, donc l'architecture, j'allais dire, reprend un petit peu les mêmes éléments. Donc on a encore l'analyse, le cadre de l'analyse, pardon, avec le client qu'on observe, l'activation des influenceurs qui est ce qu'on va aller également regarder, et la temporalité. Ici, c'était la rentrée des classes 2025 à l'occasion justement d'une réflexion sur la rentrée des classes 2026. Donc ici, on a encore une fois les annonceurs qu'on observe, et on va, si tu peux descendre un petit peu, Raphaël, c'est-à-dire on va aller identifier tous les contenus qui ont été publiés pendant la période donnée et qui concernent la rentrée des classes. La rentrée des classes, ici, c'était en gros, je pense qu'on avait dû observer 1er juillet jusqu'à fin septembre. Et dans cette temporalité-là, on est en capacité, nous, d'aller isoler uniquement ce qui était pour la rentrée des classes. Parce qu'entre le 1er juillet et le 31 septembre, tout n'est pas forcément sur la rentrée des classes. Nous, on a la possibilité d'aller aussi loin que ça dans le détail, avec à chaque fois la date, la plateforme, la thématique. Ça, c'est très important parce que la rentrée des classes, on peut la jouer sur plusieurs thématiques, pas forcément que sur le prix. On peut le jouer sur justement des produits qui vont être complémentaires à l'entrée des classes, sur le ciblage de la famille, le ciblage des étudiants, le ciblage de l'équipement technique, technologique, ordinateur, etc., etc. Avec à chaque fois les influenceurs qui ont pu être identifiés, le type de contenu qui a été produit. Est-ce que c'est plutôt du brand content, c'est plutôt de l'awareness, est-ce que c'est plutôt de la promotion, etc., etc. Et aussi, on va pouvoir pointer les commentaires, les engagements plutôt visibles, donc tout ce qui va être like, commentaire. On est également en capacité d'aller faire une analyse des commentaires croisés beaucoup plus précise pour justement vous dire, pour cette marque en particulier, qu'est-ce qui ressort des commentaires, des contenus, des commentaires qui ont été faits sur les contenus de la rentrée des classes, justement pour aller encore plus loin dans l'analyse et de se dire, bah voilà, ce qui va ressortir, c'est la rentrée des classes principalement, c'est le côté prix, c'est le côté bonnes affaires, c'est le côté plutôt typologie famille, c'est plutôt étudiant. Voilà, tous ces éléments-là qui vont nous permettre, nous, d'arriver sur une analyse stratégique vraiment beaucoup plus poussée. On était sur 4 axes dans l'exemple précédent. Ici, on est sur 8 axes parce que voilà, il y a énormément de choses à faire. Donc, on va aller sur le positionnement de l'influence.
comment va être faite la stratégie? Est-ce que c'est des capsules classiques? Est-ce que c'est du partenariat? Est-ce que c'est de l'endorsement, et cetera? On va vous donner à chaque fois une petite overview, des éléments. Donc là, on parle de Maurice Sacco, on parle de 25 influenceurs identifiés sur la période analysée. On va vous donner aussi un petit insight, c'est-à-dire, diversifier les profils, UGC, et cetera, et cetera. On va faire la même analyse sur, l'intensité, d'influence, c'est-à-dire le nombre de contenus qui ont été postés, la récurrence des contenus. Quel type de format, quel type de contenu? Est-ce que ça va être du format, de la mise en scène, du format très produit? Est-ce que ça va être du fast cam? Est-ce que ça va être du haul? Est-ce que ça va être des contenus où les talents se sont rendus en magasin? Est-ce que ça va être aussi des, personnes qui travaillent dans ces enseignes, qui ont, eux, fait des contenus qu'on va aussi pousser, nous, derrière, avec de la médiatisation sur des campagnes? C'est tous ces éléments-là qui vont être analysés. On va bien évidemment analyser le ROI, quelles sont les capsules, quels sont les contenus qui ont le plus fonctionné. Ce qui est intéressant ici, c'est les profils manquants, c'est qu'on va pouvoir analyser, on va pouvoir se dire, ben voilà, au moment de la rentrée avec cet annonceur-là, peut-être qu'il aurait fallu jouer aussi cet univers, cette catégorie d'influenceurs et ces profils manquants finalement, ça va nous donner, nous, des éléments pour pouvoir dire à notre client, de dire: «Bah, voilà, regardez, eux, ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça». Ça veut dire qu'il y a, j'allais dire, un manque à gagner ou en tout cas toute une partie de l'audience potentielle qui n'a pas été touchée à ce moment-là. Ensuite, on peut identifier plus en détail, les stratégies par réseau, sur TikTok ou sur Instagram, quels leviers étaient sous-exploités, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus stratégique qui va nous permettre rapidement de déclencher des réponses concrètes, de déclencher justement, des réflexions un petit peu plus stratégiques et de déclencher de la production de contenu. Fort de tout ça, l'analyse qui va être aussi très importante ici, c'est qu'une fois qu'on a analysé ce qu'a fait Maisons du Monde et qu'on a sorti ces 8 axes stratégiques, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour Conforama, qui était ici le client observé? Ben voilà, on va prioriser les choses qu'il faut faire, donc avec, cibler les profils famille budget, activer massivement sur TikTok, et cetera, avec à chaque fois le niveau de priorité. Est-ce que c'est priorité maximale? Est-ce que c'est priorité moyenne? Ou alors, ou à l'inverse, pardon, est-ce que finalement ça va être une priorité un petit peu plus faible parce qu'il y aura pas forcément de valeur ajoutée à aller là-dessus? C'est tout ça que, cette analyse stratégique va nous permettre de dire pour notre client. Et forcément, d'un onglet sur l'autre, vous avez la même chose pour les concurrents observés. Est-ce que vous avez aussi tout à la fin, sur l'onglet synthèse Conforama, ici, en fait, on fait une synthèse globale de tout ce qui a été observé. C'est-à-dire qu'on va nous, mouliner un petit peu tout ça pour justement arriver à cet onglet très, très factuel, très, très lisible de voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avec plusieurs axes de développement en fonction de la problématique, qui est la vôtre, en fonction de ce à quoi vous voulez répondre. Ici, en l'occurrence, c'était les territoires à conquérir. Quels sont les formats à prioriser? On avait ensuite, d'autres catégories, qui n'ont pas été mises là, mais c'est possible de le faire et le plan d'action important qu'on va recommander pour la rentrée 2026. Phase 1, commencer à telle date, peut-être commencer plus tôt parce que d'autres ne le font pas. Phase 2, au mois d'août, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On sait que les gens sont moins forcément, moins disponibles, moins sur les réseaux, moins à l'écoute, donc de quelle manière on va pouvoir quand même les toucher? Que ce soit, sur les réseaux sociaux avec des contenus un petit peu plus tactiques ou que ce soit dans le cadre d'événements, phygital, j'allais dire, que ce soit en extérieur, de l'événementiel, et cetera et ensuite arriver sur la phase de septembre, vraiment avec la rentrée des classes pure et dure. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on l'a fait pour la rentrée des classes, 2025-2026, mais on peut le faire pour Noël, on peut le faire, pour la coupe du monde de football, on peut la faire pour, tout un tas d'événements, précis. On peut tout à fait, tout identifier, avec cet outil qu'on a développé et ensuite, on peut aller aussi, vue d'ensemble, par exemple pour vous alimenter en interne, pour vous dire: «Bah, voilà, regardez, le social listening qu'on m'a présenté, on peut voir que les concurrents qu'on identifiait qui sont Maisons du Monde, qui sont Squeak, qui sont Scrum, et cetera, ils sont bons là-dessus, ici c'est en vert, ils sont moins bons là-dessus». Donc même pour vous, en termes de benchmark, ça peut vous aider justement pour aller défendre peut-être des budgets supplémentaires, peut-être de mettre le poids du corps sur un temps fort qui n'était pas forcément à l'ordre du jour avant. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de pouvoir, heu,
en plus de développer votre stratégie avec les créateurs de contenu, même d'un point de vue purement média ou purement interne, de pouvoir vous dire, bah, OK, là, je sais qu'ils sont forts là-dessus, donc on va peut-être aller les challenger. Ils sont pas là, donc c'est là aussi, nous, on doit un petit peu muscler notre jeu, j'allais dire. Donc c'est tout ça qui va vous permettre aussi de pouvoir lancer tout de suite des idées de contenu, des idées de temps fort, des idées de run, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est beaucoup plus complexe que la précédente analyse qu'on vous a montrée, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, dès l'instant que vous aurez eu le temps d'en prendre connaissance, de le gérer, d'être tout à fait opérationnel avec les recommandations qui auront été faites. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, on n'est vraiment pas sur le pan stratégie créative, qui est le second travail forcément qui est mené par Mathieu ensuite, une fois qu'on a posé tout ça. Mais l'idée, c'était plutôt de vous montrer comment on pré-rationalise les opérations à influence de nos annonceurs, comment on les aide à bien observer ce que fait la concurrence et comment aussi on les aide à définir les budgets qui doivent être les leurs au regard de leurs objectifs. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Merci à vous pour votre attention, mesdames. Bon après-midi. Merci. Bonne journée. Merci.